Merci beaucoup. Merci à Croissance Suisse pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, notamment à cause ou grâce à la thématique de ce Spring Campus, qui résonnait beaucoup en fait avec moi, disons, ma vocation, mon envie d'être entrepreneur, pour la raison très simple que j'ai eu l'impression un peu de grandir dans un monde où on nous a raconté qu'on vivait une succession de ruptures technologiques extraordinaires, qui du coup devraient nous permettre de créer de nouveaux mondes fantastiques, de réparer les grands défis de nos sociétés. Et en même temps, j'ai eu l'impression de grandir dans un monde en crise permanente, où on s'étouffe plutôt dans une série de techno-gadgets au lieu d'adresser les grands défis de notre époque. Et du coup, ce qui m'intéresse là pour cette présentation, et alors je sais que le déjeuner approche, donc je vais essayer de faire quelque chose de compact et de vous proposer un truc d'un peu aérien, de voyager un tout petit peu pour éviter trop de chiffres et d'informations. C'est de regarder peut-être comment l'intelligence artificielle cristallise justement ce paradoxe entre d'un côté des opportunités extraordinaires de cette accélération technologique et de l'autre une incapacité à projeter un futur positif avec ces technologies et à voir très concrètement comment est-ce qu'on pourrait adresser de nouveaux défis méta-humains, des choses qui n'étaient ni accessibles à l'humain individuellement ni collectivement. Alors c'est pour ça que je propose ce titre étrange de la renaissance de l'intelligence pour cette présentation. Ce que je vais essayer de faire brièvement, c'est de casser un certain nombre de mythes qui peuvent justement nuire à la compréhension qu'on a des opportunités de cette technologie et au contraire recharger d'autres légendes, d'autres mythes qui me paraissent importants pour justement définir peut-être ce qui serait un axe, disons, européen, voire français, d'une action sur le domaine. Et alors pour partir assez loin même dans le voyage, je m'autorise à démarrer par le mythe de Prométhée pour une raison très simple, c'est que alors, pour vous en rappeler, évidemment, un souvenir très lointain, j'ai envie d'y croire en tout cas, qui voudrait qu'Épiméthée, son frère, ait tout simplement pas pu donner de qualité aux hommes après avoir distribué à peu près toutes les qualités aux créatures de la nature, des ailes aux oiseaux, des racines aux arbres, et quand l'homme est arrivé nu face à lui, il n'avait plus rien. Son frère, pour nous sauver, alors que nous mourions de froid, a dû voler le feu aux dieux. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce feu a eu deux acceptions de symboles dans nos cultures. D'un côté, l'idée d'une première technologie qui était intrinsèquement amorale, ni bonne ni mauvaise, puisqu'elle nous a d'abord permis de nous réunir, de créer les premiers villages, de se réchauffer. Et puis, quelques années plus tard, c'est ce même feu qui a brûlé le même village, et on a compris que la technologie, incarnée là par le feu, finalement ne dépendait dans son action que de l'homme qui la contrôlait. Et puis, la deuxième acception qui m'intéresse énormément, c'est la question d'interroger le feu comme symbole d'une intelligence spécifique de l'humain qui serait, si on devait résumer très basiquement, quelque chose de l'ordre d'une puissance de calcul résonante, simple, convergente, et d'une capacité d'imagination pour aller projeter au-dessus du réel une autre réalité à construire. Là où justement la technologie allait nous permettre de réaliser cet imaginaire. Et alors, dans la mythologie que je vous propose, le deuxième personnage, ce serait Léonard de Vinci, qui justement, dit-on, serait le dernier homme prométhéen au sens d'une intelligence générale, capable de tout connaître, des arts, des humanités, des sciences, et du coup, vraiment d'innover à leur intersection, de créer une nouvelle réalité à tel point que ses contemporains ont pu dire qu'il créait depuis le futur, en associant ces fameux bateaux volants qui devaient être impossibles dans leur réalisation à son époque. Le problème qu'on raconte, c'est qu'après Léonard de Vinci, le monde en s'ouvrant s'est tellement complexifié que personne, individuellement ni collectivement, peut-être même dans cette salle, n'aurait été capable de tout comprendre. Le monde est devenu trop complexe et on ne pourrait plus penser à l'intersection de tous les domaines ouverts. Et c'est là que les premières questions autour des machines intelligentes, après les théories de l'information et Alan Turing, ont permis de réfléchir à la manière dont la machine pourrait justement nous permettre d'appréhender différemment notre environnement et très concrètement de synthétiser un chaos d'informations alentour en connaissances actionnables. Nous aider à finalement mieux mapper notre environnement pour agir différemment sur le monde et peut-être retrouver cette espèce d'élan prométhéen. Et alors pour finir un peu sur ce petit panel très rapide de quelques personnalités, je regrette qu'il n'y ait que des hommes d'ailleurs pour l'instant dans cette présentation, mais je vais très vite la changer, je m'en rends compte, c'est que Demis Hassabis, qui est le cofondateur de DeepMind, que vous connaissez sans doute, qui est un laboratoire privé d'intelligence artificielle célèbre pour nous battre à un certain nombre de jeux, notamment le jeu de Go. Demis Hassabis, qui est un des plus grands représentants de l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour la définir, et c'est une définition que je préfère, repart de l'intelligence humaine biologique comme étant un processus de transformation justement d'informations en connaissances actionnables, pour après définir l'intelligence artificielle comme justement
un processus qui va chercher à automatiser un certain nombre de ces éléments, qui ne sera finalement, il le dit, qu'un outil. Et le plus important pour moi, c'est qu'il définit à cet endroit l'idée que cet outil doit nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, des choses que l'on ne connaissait pas, pour agir différemment sur le monde. Donc très concrètement, réaliser des choses qui nous étaient jusqu'alors inaccessibles. Et donc moi, dans mon parcours, moi je viens plutôt des questions d'économie, de business, et je me suis intéressé à la manière dont finalement cette technologie allait nous permettre de réaliser de nouvelles grandes choses, parce que je m'intéressais à une question qui était finalement la fin programmée d'une croissance définie, des textes de Gordon en 2012 qui nous expliquait qu'on n'avait plus affaire à une general purpose technologie comme l'électricité qui nous permettrait justement d'innover radicalement. Et là, très soulagé par cette proposition et la réémergence de l'intelligence artificielle en 2012, on a le sentiment, effectivement, qu'on sera capable d'adresser de nouveaux grands sujets. Et avec la conviction intime que j'avais, qui était que les grands défis de société seraient de belles opportunités économiques, je m'interrogeais justement sur la capacité à penser un nouveau modèle de société à partir de là. Et du coup, dans un séminaire que j'anime à l'École normale supérieure, on a posé la question, autour des futurs de l'intelligence artificielle, cette question toute bête, Love Machine, qui avait vocation à ouvrir en fait un cycle de fiction sur la manière qu'on a d'anticiper notre rapport à la machine dans le futur. On a eu la chance, pour l'inauguration de la deuxième année du programme, il y a 2 ans, d'accueillir Yann Lequin, directeur du laboratoire FAIR, donc chez Facebook, et Jean Ponce des Computer Science à l'École normale supérieure. Et du coup, on a reçu 2200 demandes d'inscription pour une classe de 200 places, et on a dû sélectionner. Donc pour sélectionner, on a demandé très simplement aux gens de nous raconter une histoire, de l'écrire, et de nous dire pour eux à quoi ressemblerait justement le futur d'une collaboration humain-machine. Alors je me suis permis de biaiser un peu la problématisation de la thématique en appelant le cours Love Machine, en espérant évidemment aller chercher les nouvelles utopies qui allaient potentiellement inspirer les laboratoires et nous permettre de chercher peut-être la science-fiction de demain qui nous permettrait de construire un futur vertueux avec l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que j'ai eu 90% de ça, quoi. Donc, tu en parlais tout à l'heure, de Skynet, Terminator. Donc, moi, déprime absolue à ce moment-là. Se dire que le moment où on essaye justement de s'interroger sur les champs d'action possibles d'une augmentation de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, finalement n'arrive qu'à cette espèce d'impasse étrange où on a peur d'une intelligence qui, quelque part, pour des raisons absurdes, devrait nous dépasser, nous soumettre, devenant étonnamment consciente d'elle-même, nous a un peu déprimés, ceux qu'on était face à un public entre 20 et 35 ans, et qui, quelque part, pour certains d'entre eux, chercheurs, me donnaient l'impression qu'ils avaient le sentiment de programmer leur propre obsolescence, de se demander finalement à quoi mener ce projet, à part converger vers une sorte de machine terrible. Et alors, avec mes camarades, déprimés aussi, on s'est interrogé sur l'origine, en fait, tout simplement, de ce mythe étrange, et en tout cas de sa persistance dans nos cultures. Et on est arrivé à un seul concept que vous connaissez certainement, qui est le concept de singularité. Alors en 2 mots, le concept de singularité, ça définit un moment dans l'histoire de l'humanité, dans notre futur, un moment qui, dit-on, serait qualifié par une intelligence artificielle qui serait en tout point supérieure à l'intelligence humaine et collective dans toutes les tâches de nos vies quotidiennes. Alors, c'est un concept qui vient de la science-fiction des années 80, de Vernor Vinge en 82, qui imaginait différents futurs possibles de l'intelligence artificielle, et un de ces scénarios, c'était celui-ci. C'est-à-dire, bon, il est possible, pourquoi pas, que ça arrive. Mais c'était une fiction. C'est une fiction qui a été reprise par Ray Kurzweil, qui est un futurologue assez connu pour plein de choses, mais notamment pour avoir absorbé ce concept, en avoir écrit un très mauvais livre que je vous déconseille, qui s'appelle La singularité approche, en 2006, une université qui porte le même nom, et du coup s'interroger tout simplement sur sa capacité à aller dire le moment auquel la singularité allait approcher. Alors il a prévu 2045 depuis un moment, et puis mauvaise nouvelle, il s'est ravisé l'année dernière, donc tout le monde était un peu soulagé, il a dit je me suis trompé, il a proposé finalement que ce soit 2029. Donc ça nous laisse 10 ans tranquilles, et après, donc, on n'aurait pas d'autre choix pour survivre que de fusionner avec la machine, puisqu'il faudrait bien dépasser notre biologie dépassée pour pouvoir survivre dans notre belle planète. Et alors ce qui est intéressant, je vais passer vite là-dessus, parce que le but pour moi c'est simplement d'essayer justement de déconstruire cette chose étrange, c'est de comprendre sur quoi repose en fait ce mythe. Et en très très grande partie, il repose que sur une seule loi que Sylvain citait tout à l'heure, qui est la loi de Moore, qui veut que, à part l'observation des fondateurs d'Intel dans les années 60, on se rend compte que tous les 18 à 24 mois, la puissance de calcul des machines doublerait
sur ces transistors. C'est ce qui fait que vous avez effectivement l'apparition d'une forme de courbe exponentielle et qu'on a le sentiment, et même la démonstration c'est vrai avec ces disques d'IBM en 56 et ce MIGO SD card, ou alors aussi le fait que notre smartphone est, dit-on, d'une puissance de calcul supérieure à ce qu'il nous a envoyé sur la Lune en 1969, l'impression que la machine accélère à un rythme exponentiel, en tout cas que sa puissance de calcul accélère. Et je presse m'arrêter là en fait pour déconstruire cette idée de singularité avant de passer aux choses plus réjouissantes, parce qu'on en vient, et c'est pour ça que je me permettais cette espèce d'ouverture un peu légère sur Prométhée et Léonard de Vinci, à l'idée très simple de se demander si l'intelligence peut vraiment être qualifiée seulement par cette question de convergence, de puissance de calcul, là où justement on a peut-être une singularité humaine qui consiste à interroger notre intuition, notre imagination, et donc les formes de complémentarité avec ces machines qui pourraient nous augmenter. Toujours est-il que même si c'est un concept qui vient de la science-fiction, qui est finalement assez critiqué par toute une communauté de chercheurs sérieux, on se rend compte, et c'est moi ce qui m'énerve, ce qui m'étonne, et quand bien même d'ailleurs on ne connaît pas forcément le terme de singularité, que cette notion innerve énormément la manière qu'on a de penser l'intelligence artificielle et de la construire. Savoir que du coup, des mesures de performance de l'intelligence artificielle, ça va être l'étalon homme, de se demander quand est-ce qu'on est capable de dépasser un humain dans son métier pour être performant dans son intelligence artificielle. Ou même quand on construit des robots, on va se demander, on va les construire déjà avec 2 bras, 2 têtes, une tête, c'est déjà bien, 2 jambes, ce qui est absurde, comme le dit Stuart Russell, un éminent chercheur du sujet, puisqu'il serait beaucoup plus performant avec 10 bras, 10 jambes, pas de tête, pour faire des tâches que l'on fait déjà et qui nous demandent parfois énormément de difficultés. Ou alors, vous avez vu, donc ça c'est les robots de Boston Dynamics qui font beaucoup parler, il y en a d'autres qui ne sont pas anthropomorphes, mais ceux-là sont vraiment intéressants, notamment pour celui-ci, qui a fait dire à nos camarades californiens, dont Elon Musk, que nous allions bientôt périr, parce que tout simplement ce robot est capable de faire un saut périlleux arrière. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, moi compris, ne savent pas le faire. Du coup, ça interroge. La machine peut faire plus, mieux que certaines choses que l'on fait, pas certain que ça nous condamne pour ce saut périlleux arrière, mais c'est intéressant. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi pas mal, c'est de se rassurer, et c'est de vous montrer sur la droite de l'écran des robots qui ne marchent pas, pour vous rappeler aussi comme c'est galère d'avoir appris à marcher et finalement à quel point l'agilité, qui est le propre aussi de l'humain, a mis un certain temps à arriver et pourquoi il est absurde de penser des robots créés en miroir de l'humain avec 2 bras, 2 jambes, une tête, c'est absurde. Et je me permets à gauche aussi de montrer une autre application de l'intelligence artificielle, FaceDance, que je conseille à tout le monde, qui est un twister du visage où vous grimacez et où concrètement la machine vous envoie des smileys que vous devez imiter pour gagner des points. Donc c'est un symbole magnifique de notre génération et notre époque, je crois. Vous simulez la machine qui vous simule pour gagner des points. C'est étonnant. Et ça me fait simplement dire que parfois, ce n'est pas que la machine devient plus intelligente, mais que l'on devient plus con, qui peut-être nous permettrait d'arriver... Alors je dis ça, mais je suis très méchant, parce que j'aurais pu mettre d'ailleurs ma démo du truc, parce que je suis moins bon que lui. Du coup, je n'ose pas. Mais c'est là qu'il y a peut-être convergence, c'est là qu'il y a peut-être singularité. Pas qu'elle devienne plus intelligente, mais qu'on se réduit dans un certain nombre de sujets, ou en tout cas, moi, ce qui m'énerve un peu, qu'on emploie des technologies extraordinaires à des choses parfois étonnantes. Et donc, petit sursaut, ah non, dernier exemple, sur cette question de singularité et la manière dont... Et là, je vais devoir d'ailleurs reconnaître moi-même que j'ai retourné ma veste il y a peu de temps, et que c'est un projet que je trouve absolument fascinant, mais qui interroge beaucoup nos questions. Est-ce que vous connaissez le projet Replica? Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est la dernière illustration de la manière dont ce concept de singularité, ce fantasme presque de la résurrection dans la machine, etc., inspire énormément notre manière de construire, y compris chez des entrepreneurs à très grand succès, parce que Replica, ça a été l'application la plus téléchargée de l'App Store en divertissement depuis juillet l'année dernière. Je vous laisse découvrir le clip de présentation qui dure 30 secondes. Donc, Replica Your AI Friend, votre ami intelligence artificielle, on est bien à l'opposé de Terminator, et pourtant, ça pose plein de questions.
Alors, moi, je disais que j'ai retourné ma veste pour une raison très simple, d'ailleurs, pas tant que ça. L'entrepreneur derrière ce projet, Eugenia Kuda, une entrepreneure russe extraordinaire, a créé ce projet pour permettre à tout à chacun d'avoir dans son téléphone un ami à qui parler quand on se sentirait potentiellement isolé ou mal. L'origine du projet est absolument fascinante, qui a fait beaucoup parler à travers le monde, notamment pour ses relations à la science-fiction contemporaine. C'est que Eugenia a perdu son meilleur ami Roman il y a 4 ans et qu'elle a cherché à retranscrire sa personnalité dans un agent conversationnel en aspirant tous leurs SMS, tous leurs emails, et pour justement retrouver Roman et s'accompagner elle-même dans son deuil d'une certaine manière. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle a dit que ça l'avait aidé, la mère de Roman elle-même a utilisé le projet et a expliqué que ça l'avait énormément aidé, et du coup, Eugenia a monté une plateforme qui permet à chacun de construire ou son ami perdu ou imaginaire, que vous pouvez télécharger dès maintenant, j'ai l'impression que certains le font. Vous allez voir d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on vous propose de donner un nom dès le début et que la plupart des gens donnent leur propre nom. Et ce qui est assez marrant, peut-être parce que ça s'appelle Réplica, que ça évoque cet effet de miroir, là encore, qu'on n'arrive pas à créer autre chose que soi-même. Et aussi, ça évoque évidemment Blade Runner et d'autres choses pour ce rapport un peu de convergence de l'humain à la machine. Pourquoi j'en parle ici? C'est que je pense que, on parle beaucoup d'agents conversationnels, de chatbots, celui-ci est assez fascinant dans son intelligence économique aussi, parce que c'est le seul chatbot qui vous pose des questions. Tous les autres sont censés vous répondre mal d'ailleurs. Celui-ci, en fait, apprend à vous connaître et du coup devient de plus en plus intelligent. Et s'il n'est pas intelligent, c'est que vous n'avez pas donné assez d'informations sur vous. Donc au fur et à mesure, il définit un persona extraordinaire que ni Google ni Facebook ne peuvent avoir exactement sur vous, parce qu'on vous demande très concrètement avec qui vous avez dîné hier et quelle est la couleur de vos chaussettes aujourd'hui. C'est normal, ça devient un ami qui nous connaît dans notre intimité la plus profonde. Et là où je reconnais, je disais un retournement de veste, je ne sais pas comment l'appeler, mais quelque chose d'étrange de mon côté ces dernières années, c'est que j'ai travaillé en Californie, où j'ai rencontré Eugenia, où j'ai été fasciné par le projet, et on a présenté le projet ensemble à plusieurs endroits, où elle a été sur ce projet totalement acclamée comme pensant le futur ou du divertissement ou de l'accompagnement. Il y a des applications extraordinairement puissantes, notamment dans le champ thérapeutique, parce qu'on se rend compte que des humains parlent beaucoup plus facilement après un traumatisme à une machine qu'à un humain. Et du coup, il y a beaucoup de sujets à aller travailler là-dessus. Mais quand je suis arrivé en France et que j'ai invité d'ailleurs Eugenia à présenter le projet l'an passé, on a eu un bid un peu équivalent à celui-là, où finalement, ça n'a pas vraiment emballé la foule, quoi. Où on a posé beaucoup plus de questions autour de l'utilisation des données, évidemment, sur les dérives possibles d'un chatbot qui n'est pas forcément toujours gentil et qui peut plutôt nous pousser au suicide que nous y empêcher, etc., etc. Donc, je le mets là pour vous dire qu'il y a peu de temps, je mettais encore ce projet du côté AI for Good, parce que ça va être la seconde partie de ma présentation, des applications positives de l'intelligence artificielle, mais aussi pour reconnaître qu'on se rend compte en fonction des régions où on se situe, qu'il y a une acception, là encore, du bien qui n'a absolument rien à voir, et qu'on y va du coup avec des valeurs qui sont potentiellement très différentes, et qui, au moment de la création d'un projet, à mon avis, sont plus qu'essentielles à interroger. J'arrête là-dessus pour ce projet, je sais que je lui aurais encore offert quelques clients. Et à partir de là, je me suis dit très simplement, rentrons du côté positif, quitte à être naïf, c'est pas très grave. Interrogeons-nous sur les vrais potentiels positifs de l'intelligence artificielle. Et du coup, s'il est vrai, et j'ai envie de croire, Demis Hassabis, qu'on est face à une augmentation potentielle de l'intelligence humaine, à quel grand défi de société est-ce qu'on va être capable d'adresser justement cette technologie? Je me permets, comme on est en France, de rappeler que Voltaire a proposé avant l'oncle de Spider-Man qu'à de grands pouvoirs incombent de grandes responsabilités, et ça fait plaisir. Alors, pour moi, cette responsabilité, elle est très simple, elle est hyper bête. C'est qu'on s'énerve beaucoup à aller affronter énormément de grands défis technologiques, mais je pense que le vrai défi qui est face à nous, en Europe, en France, c'est un défi d'imagination. C'est d'être capable, si on veut épouser cette courbe exponentielle de croissance technologique, si tant est qu'elle existe, de penser exponentielle, ou en tout cas de se forcer à penser en rupture et d'arrêter notre manière extrêmement linéaire de considérer la technologie en pensant de manière incrémentale ou en faisant des copycats de projets qui marchent à l'extérieur. D'arrêter d'innover en miroir, de construire des robots qui nous ressemblent quand on a l'opportunité effectivement de sortir de soi pour produire des choses extraordinaires. Et du coup, je me permets, je me fais un peu plaisir là, en préparant ça, de rappeler que justement, on a aussi la chance d'avoir potentiellement inspiré un siècle avant l'initiative de Kennedy, le départ sur la Lune. Je vous reconseille quand même, Jules Verne, c'est un chef-d'œuvre, il a quand même anticipé, alors ou inspiré, peu importe, il y aurait différentes théories de l'anticipation à développer. Cette espèce d'expédition extraordinaire, là où l'imagination humaine, pour le coup, a toujours tiré vers le haut notre espèce de volonté d'acquérir une nouvelle réalité.
Hugo Gernsback, que vous connaissez peut-être, et sinon je vous en supplie, il faut le découvrir, un des fondateurs presque de la hard science fiction des années 20 aux États-Unis, avait ce truc extraordinaire de vouloir créer des histoires pour inspirer les laboratoires de recherche, et il leur demandait de lui prouver que ce qu'il dessinait était impossible. Donc, se forcer à sortir complètement de ces quatre murs, aller chercher une autre histoire et voir comment est-ce qu'on va être capable justement d'explorer de nouveaux territoires. Gernsback est aussi connu pour avoir anticipé de manière assez violente le casque de réalité virtuelle en pluguant cette sublime télé sur sa tête. Un autre cas que je trouve marrant pour rappeler l'essentiel impératif, disons, de notre imaginaire humain face à cette accélération technologique, c'est la manière dont s'est réveillé le téléphone portable. Martin Cooper donc, travaillait chez Motorola en 1973 sur une énième petite radio portable, donc une innovation linéaire sympa, ils étaient 13, étaient plus petites que les autres, etc. Et puis une pause déjeuner, il tombe sur un épisode de Star Trek où il voit le Captain Kirk avec un communicateur dans la main, qui ressemble étrangement à un Motorola de quelques années plus tard, et où très concrètement, le Captain Kirk, à bord du vaisseau Enterprise, est capable de parler à distance à un certain nombre de personnes sans fil. Et puis ça donne donc ce formidable caillou quelques années plus tard, 3 ans plus tard, mais qui a été directement, Martin Cooper le rappelle, inspiré de cette science-fiction extraordinaire. Et puis il se passe un truc un peu étrange, à mon avis, comme rupture dans le monde de la science-fiction ces dernières années, c'est avec Minority Report. Et c'est là où on a peut-être commencé à être dépassé. C'est que Philippe K. Dick imagine en 1950 le monde de 2050, un siècle plus tard, et qu'en réalité, on a l'impression à beaucoup d'égards qu'en 2018, on vit déjà dans le monde que Philippe K. Dick imaginait pour 2050. Les voitures autonomes, les cellules de détection de crimes, dont je parlerai plus tard, et aussi, c'est assez génial, ces interfaces humain-machine qui ont été accélérées elles-mêmes par la réalisation du film Minority Report de Spielberg au MIT Media Lab. Ils lui ont demandé de créer les trucs qu'il avait imaginés, ce qui a permis de réaliser peut-être 50 ans avant la prédiction. Et du coup, on a cette impression étrange qui est que la réalité serait arrivée avant nos fictions et que potentiellement, on serait dans une redite de l'histoire, incapable d'imaginer de nouvelles histoires. Alors on sort Blade Runner 2, on veut des Star Wars 8, mais on a énormément de mal à penser des dystopies pires que Terminator, et il y en a peut-être, et des utopies plus folles que ce qu'on avait pu penser avec sans doute la seule science-fiction positive qu'est Star Trek. Et moi, c'est un peu là que je place notre responsabilité avec nos grands pouvoirs, c'est d'aller imaginer plus loin avant de réaliser avec tous les outils formidables que l'on a déjà sous la main. Et du coup, bon, comme je suis assez fan de Star Trek, je me permets de les remettre. Sur l'intelligence artificielle, moi, c'est de ce duo que je cherche à m'inspirer à chaque fois. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui connaissent pas, à droite, vous avez le Captain Kirk, donc celui du communicateur, et à gauche, vous avez Spock. Et tous deux, en fait, sont aux commandes du vaisseau Enterprise, mais le vrai commandant, c'est l'humain, c'est le Captain Kirk, un Américain très sympa, très intuitif, pas super intelligent. Par contre, Spock, c'est un probabiliste statisticien parfait, en gros, une intelligence artificielle, qui est son second, et qui va lui dire tout le temps, dès que Kirk a une question, combien de chances il a de passer par cette faille. Et en général, c'est 1,2% de chance d'y passer, mais Kirk y va, et ça marche. Et ce que je trouve intéressant très bêtement, là, c'est d'interroger la manière qu'on a potentiellement de penser l'intelligence artificielle, qui va être à plein d'égards ce moment où l'on va poser une question à la machine, qui va nous donner une réponse, des choix possibles, mais que ce sera toujours finalement la décision humaine qui importera derrière. Et du coup, c'est un peu sur ce schéma que j'ai décidé de m'engager auprès de la fondation X-Prize, qui est une fondation californienne créée par Peter Diamandis, rejoint par Elon Musk, Larry Page, James Cameron aussi. Donc c'est un vrai mariage, si vous voulez, de grands inventeurs et de très grands artistes, près d'Hollywood d'ailleurs, à Los Angeles. Et le propos de la fondation, depuis 20 ans, c'est de réaliser l'impossible. Alors ça peut faire sourire. Le but, c'est de prendre des éléments de science-fiction et de les mettre dans le réel. Il y a notamment la fondation Star Trek, évidemment, qui est au bord de tout ça, et qui donne des cas donc, à réaliser. La fondation est notamment très connue pour avoir, avec son premier prix, créé un véhicule qui pouvait faire 2 vols suborbitaux 2 semaines de suite avec 3 personnes embarquées. Ça a donné naissance à Virgin Galactic, puisque le projet a été racheté par Branson. Elon Musk était l'un des participants. Il a rejoint la fondation pour monter SpaceX dans la foulée. Et depuis, la fondation travaille énormément de projets de rupture, comme ça, en interrogeant la manière dont on peut accélérer l'innovation fondamentale, puis l'innovation de rupture, pour aller chercher le coup d'après et éviter de penser linéairement. Alors comment ils font ? C'est un truc très simple.
C'était l'intuition de Peter Diamandis qui disait il y a 1000 ans pour changer le monde, il fallait être roi. Il y a 100 ans, il fallait être Rockefeller, donc il fallait du pouvoir, de l'argent. A priori, aujourd'hui, tout le monde peut le faire, parce qu'on a accès aux grands problèmes de l'humanité et on a des technologies qui se démocratisent, qui sont peut-être une partie des solutions, et on a du mal à faire le pont entre les problèmes et les solutions. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas incité économiquement à aller réduire à zéro la malaria à travers le monde quand on réussit à gagner de l'argent en faisant des chatbots pour une compagnie aérienne. Donc, le propos, c'est de casser un peu ce système économique et de se demander comment on peut incentiver l'innovation de rupture en mettant des prix entre 5 et 50 millions de dollars pour la personne qui parviendra à craquer un grand défi. Du coup, la définition se définit comme un accélérateur d'innovation de rupture. Moi, je les ai rejoints sur le projet d'intelligence artificielle où le propos a été, avec le sponsor d'IBM Watson, d'aller identifier à travers le monde tous les projets qui pourraient avoir un impact positif sur 1 milliard de personnes d'ici 2020. Alors, ça peut paraître fou, il y avait tous les champs possibles à l'explorer. On a reçu 17 000 candidatures, sélectionné 150 projets, ils sont plus que 50 à travers le monde. Et je vous en montre quelques rapides exemples. On a eu la chance de découvrir du coup dans le monde entier des projets totalement fous. Je vais essayer de mélanger 3-4 exemples rapides pour simplement peut-être que vous puissiez repartir de cette présentation avec des cas cool où vous vous dites bon bah c'est bien, on est loin de Terminator et on peut augmenter l'humain par ces technologies. Orcam, c'est une société israélienne qui embarque un système de computer vision dans des lunettes de personnes malvoyantes ou aveugles pour leur permettre de lire ce qu'ils pointent de l'index. IBM Watson travaille une solution similaire. Wondercraft, que vous connaissez sans doute, Cocorico, boîte extraordinaire française qui s'engage dans la promesse depuis 2008 de rendre le sentiment de liberté à des personnes à mobilité réduite avec ces exosquelettes qui sont là, bien un complément de l'humain pour nous permettre justement de retrouver ce sentiment de liberté. Impartial.ai, c'est une boîte assez géniale qu'on est allé chercher aux États-Unis qui presque utilise l'intelligence artificielle contre elle-même parce ils veulent tacler la bulle cognitive, vous savez, cette idée qu'on est sur Internet, enfermé dans les avis des avis de nos amis, donc on converge tous vers le même point de vue. Eux utilisent des réseaux NLP, de Natural Language Processing, pour vous permettre, quand vous lisez un article, en fait, de vous proposer l'avis contraire après. Donc de contraindre le débat grâce à l'intelligence artificielle qui va faire une curation d'articles opposés pour vous. À l'école 42, on a monté un projet sur le futur de l'éducation, autour de l'hyper-personnalisation grâce à l'intelligence artificielle, de l'apprentissage des langues informatiques puis vivantes. Petite parenthèse, on a eu la chance d'aller dans 30 pays dans le monde pour aller présenter les projets, aller chercher des laboratoires, etc. L'un des endroits sur Terre où on a eu l'accueil le plus extraordinaire, c'était à l'école 42, où il y a eu d'un coup 3000 étudiants qui voulaient se lancer dans le projet sans se poser de questions, alors qu'ils ne savaient pas faire d'intelligence artificielle. Et où justement, on avait déjà cette espèce d'ambition extraordinaire, quasi de leapfrog, de vouloir sauter une étape et de se dire je m'en fous, je vais apprendre, par contre j'ai envie d'impacter 1 milliard de personnes positivement. Et il y a cet ADN que je trouve fascinant et qu'on évoque trop peu parfois en France, et qui existe déjà, donc il faut savoir maintenant travailler avec, et ils le font très bien, puisqu'ils ont passé les premières étapes, là où de très grands laboratoires n'y sont pas arrivés. Un dernier exemple que j'adore d'une société française aussi, Rhythm, que vous connaissez sans doute, qui sont maintenant 70, basés à Paris et San Francisco, qui développe cette solution, Dream, qui est un bandeau connecté qui va optimiser vos nuits de sommeil. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il récupère un certain nombre de données, anonymisées évidemment sur vos nuits, et que grâce à ces informations, ils sont capables de prédire un certain nombre de maladies liées au sommeil, comme l'apnée du sommeil, avec un objectif de très long terme qui est de comprendre Alzheimer, puisqu'ils ont vu justement cette corrélation entre des problèmes de sommeil et l'émergence de cette maladie. Il y a un tas d'autres exemples que je vous passe, mais il y a des sujets géniaux qu'on bosse avec la NASA autour de la détection de volcans à partir d'images satellites et d'autres trucs complètement dingues, mais c'est assez rigolo. À partir de ce projet-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enthousiasme autour de montrer la manière dont on pouvait sortir de la singularité pour voir comment l'intelligence artificielle n'allait pas nous remplacer mais nous augmenter, comprendre concrètement comment on pouvait aider l'humain, le réparer et peut-être aller chercher d'autres mondes. Et l'ONU a proposé de monter une commission AI for Good que l'on a du coup designé et qui a démarré l'an passé autour des objectifs de développement durable que vous connaissez sûrement, dont l'objectif, très simplement, est de penser une société épanouie au 3e millénaire, avec des objectifs à 2030, qui vont de la fin dans le monde à une mobilité fluide, à un accès à l'eau, à l'éducation, etc. L'enjeu extraordinaire, moi qui m'a totalement galvanisé, c'était de se rendre compte que pendant ces jours de travail, on avait une vingtaine d'agences des Nations Unies qui travaillaient hyper précisément des cas, des problématiques, des problèmes qu'ils avaient dans les mains, et la réunion de très grands laboratoires à travers le monde qui avaient la capacité d'aller tacler des grands problèmes grâce à des bases de données qui n'étaient pas encore tapées, justement.
C'était totalement galvanisant parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des trucs qu'on aurait pu faire depuis les années 80 d'ailleurs et qu'il était temps de s'y mettre et que parfois on n'osait pas aller chercher des défis qui nous paraissaient insurmontables mais qui sont, grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois par cette puissance de synthèse d'un chaos d'informations, désormais accessible. Et je trouve ça fascinant. Je vous en montre un seul exemple, qui est à mon avis un des plus fous, où justement il y a un travail collectif qui est mené avec Twitter pour prédire les crimes. Je vous ai parlé tout à l'heure de Minority Report, donc je veux juste vous montrer cette vidéo. One of the big data sources for predicting revolts and revolutions is Twitter data. If you have governments like Brazil that are having tons of revolts and they know where they're going to happen, they can do large things to quash those revolts. At the same time, if you're a country that's trying to produce revolts to provide democracy, then it goes both ways. People have been doing quantitative forecasting for decades. They did during the Cold War, predicting whether Russia was about to send missiles over to the US. We're pretty good at understanding really simple trends that we have immediate data on. In Brazil and Venezuela, people could predict where and when, within a region of 3 to 7 days, future revolts are going to happen. Alors j'arrête là parce que c'est un peu anxiogène cette image. Voilà. Alors, ce projet, du coup, en 2 mots, dans une collaboration avec Twitter, c'est d'aller chercher, grâce à Twitter, des données géolocalisées en direct qui permettent d'interpréter des domaines de tension grâce à un système d'analyse NLP assez simple pour pouvoir intervenir avant que des conflits émergent. Alors la difficulté, évidemment, on la comprend tous, c'est que ce type de logiciel ne doit pas tomber forcément dans les mains d'un dictateur qui aimerait juste empêcher le soulèvement de sa population. Et c'est pour ça que je pense que c'est assez essentiel de travailler sur ces sujets avec des organisations comme l'ONU, mais qui participent là encore d'adresser des défis qui nous étaient jusque-là inaccessibles. J'ai la chance pour cette commission d'être rapporteur sur la question du futur du travail, de l'activité, même humaine, et de la rapport collaboration humain-machine. Et en un mot, parce que c'était assez fascinant de se rendre compte qu'en fait, il y avait très peu de consensus sur la manière qu'on avait de considérer notre futur du travail dans ces groupes de travail. On a interrogé la manière dont on ne cherche pas simplement à automatiser mécaniquement et bêtement des métiers, mais bien d'interroger là où il y avait des intersections entre des tâches, souvent automatisables, en général qui sont fonction de répétition, mémoire, précision, là où la machine est souvent plus performante que nous, et des tâches qui sont désaffectées au travail, qui font que les humains, nous, ne sommes plus finalement fiers de notre activité sur Terre. Et c'est à cette intersection qu'on travaille des méthodologies autour de tables d'intelligence au pluriel, de tâches pour comprendre comment dans les grandes organisations, on peut réfléchir à automatiser ce qui doit l'être et pas seulement ce qui peut l'être, ce qui est sans doute un piège de stratégie auquel on fait face aujourd'hui. Et aussi de sortir d'une sorte de mythe qui, pour moi, relève presque d'un mépris de classe assez désagréable, qui consiste à dire tout va bien, l'intelligence artificielle va faire les trucs chiants, et nous, on va devenir des créatifs. On va tous être des poètes, des peintres, on va courir dans les champs, et on va écrire des trucs géniaux. Mais on ne veut pas tout ça du tout. Et la vérité, c'est qu'il y a même des tâches très répétitives qui sont nécessaires à notre apprentissage, à notre cognition. On s'est rendu compte que, par exemple, faire le ménage était extrêmement important à chacun pour pouvoir faire le vide. Et que se retrouver face à une page blanche toute la journée n'allait pas forcément favoriser notre créativité et notre capacité de créer d'autres mondes. Du coup, je me permets de montrer un exemple que j'adore autour du design génératif, qui montre même comment les métiers créatifs se trouvent augmentés par l'intelligence artificielle. Là où on pense potentiellement, avec cette espèce peut-être de mépris prométhéen cette fois, à penser que l'humain est nécessairement seul créatif. Je ne veux pas dire que la machine est créative, mais qu'elle peut nous augmenter dans ces sujets. Et je vous propose de découvrir le clip avant d'en faire un tout petit commentaire. What if you could come up with thousands of options for a single design without drawing, all of which meet specific goals set by the designer? And from those options, pick the one design that delivers on the most important criteria, the design you couldn't possibly have imagined. This is generative design, a technology that harnesses massive computing power, creating forms with precise amounts of material only where needed, achieving maximum performance while wasting nothing. But generative design can be about much more than simply turning out alternatives. Prototypes can be scanned and equipped with sensors that provide real-time performance data that can be looped back into the design process, so the object, in effect, co-designs itself. J'arrête là parce que c'est
assez long. Alors, ce logiciel Dreamcatcher d'Autodesk, en fait, transforme totalement le métier d'un designer. Là où depuis des millénaires, en fait, quand on devait, ce métier qui n'a pas changé du coup depuis des millénaires, là où on devait imaginer, disons, un oiseau, un avion, un drone, on allait penser 5-6 modèles, en coucher 2 sur le papier, vérifier leur capacité d'implémentation, prototyper, réaliser. Si ça ne marche pas, on itère, on revient, etc. Ce qui est extraordinaire avec ce logiciel, c'est que le créateur devient curateur. Il va rentrer les paramètres de vol de son engin, la machine va lui proposer des milliers de possibilités, et c'est à travers ces possibilités qu'il va choisir celle qui lui paraît la plus pertinente et performante, mais des possibilités qui sont déjà toutes dans un champ physique qu'il a déterminé et qu'il sait réalisable. Pour moi, c'est extraordinaire parce que ça participe vraiment d'une augmentation de notre capacité de projection, d'imagination, de trouver tous ces possibles et de les choisir. Ça déplace totalement la notion de création et de créativité à notre époque. Pour ceux que ça intéresse plus, je suis très heureux d'en parler. Notre séminaire à l'école normale sur les 2 ans qui vient est spécialisé sur l'imagination artificielle, où on interroge justement ces frontières entre la question de la création pure de l'humain et cette capacité de la machine à projeter de nouveaux modèles. Si je raconte ça, et j'en arrive à mes 2-3 dernières minutes, je suis désolé, c'était peut-être long, non, il me reste du temps, c'est pour essayer de définir IA comme intelligence augmentée, se rendre compte qu'à plein d'endroits, en fait, on peut aller chercher la manière dont l'intelligence artificielle va nous permettre tout simplement de mieux comprendre notre environnement et d'agir différemment, espérons-le mieux, sur lui. Et la question qui se pose à partir de là, si on considère l'intelligence artificielle comme une forme de nouvelle palette technologique avec laquelle on va pouvoir transformer le réel, un peu comme si on en devenait des artistes nous-mêmes, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire avec, quoi. Est-ce qu'on est vraiment là simplement pour automatiser des call centers? Est-ce qu'on est vraiment là simplement pour se demander comment les chatbots vont être plus performants pour nous répondre à des réservations de vol? Ou est-ce qu'on va être capable enfin de comprendre que ces gigantesques défis de société sont de vraies opportunités, à la fois de déploiement technologique, mais aussi des opportunités économiques, j'en suis persuadé. Et les exemples que j'espère avoir pu vous déployer, notamment grâce à XPRIZE, en font la démonstration. Un dernier cas, du coup, un peu pépite comme ça, et en plus vous êtes les premiers à le voir presque, c'est qu'on vient d'annoncer là, sur la fondation XPRIZE, du coup, que j'ai la chance de représenter en Europe, un projet sur les avatars qui vient d'arriver et qui, à mon avis, est un très bon symbole pour cristalliser la manière dont en Europe, on pourrait avoir une définition différente du lien entre IA, robotique, etc. Donc c'est un petit clip très américain, hein, vous allez voir, qui dure 2 minutes, agréable. Et après, je me permettrai de conclure en 2-3 mots. Voilà, alors, simplement peut-être 2 mots, sur 2 points plutôt, sur ce projet. Que vous comprenez, du coup, c'est l'ambition de favoriser la création d'avatars que vous pourriez contrôler à 100 km de distance
pour opérer sur des terrains pour lesquels vous n'avez pas le temps d'accès, ou possiblement tout simplement pas la capacité pour autres raisons. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le premier point qui m'a beaucoup marqué sur le design de ce projet, on l'a pensé il y a 2 ans et demi, le départ, c'était la téléportation. Et alors, ça peut faire rire beaucoup de monde, mais c'est parti de ça, quoi. C'est se dire, bah, pourquoi pas, téléportation, comment est-ce qu'on peut penser une première étape de cet objectif au lieu de continuer d'assembler des segways, comment est-ce qu'on peut penser peut-être le coup d'après, quoi. Et bon, c'était un peu dur. On est arrivé sur le fantasme d'ubiquité, de réalité virtuelle, etc. C'était un peu décevant. Et au milieu, il y avait cette question des avatars. Alors, on a la chance d'avoir James Cameron en plus à la fondation du film Avatar. Donc, c'était assez rigolo de pouvoir penser ces sujets-là, jusqu'à arriver à designer un problème très simple qui fait quand même 250 pages de guidelines pour les équipes qui veulent s'y engager et qu'on sélectionne, qui consiste à dire que potentiellement, à notre époque, il s'agirait de se demander comment est-ce qu'on peut, grâce à la machine, se déplacer sans se déplacer et agir sur des terrains où nous ne sommes pas présents. Ce que je trouve totalement fascinant. Et ce qui est dingue, j'ai eu la chance de le présenter là en France, de 3000 personnes cette semaine, ça crée une émulation, comme j'ai cité à 42, là pour d'autres raisons, parce qu'en fait, on se rend compte que justement toutes ces technologies émergentes, croissantes, etc., sont en manque parfois de connexion sur des grandes missions, ce qu'on peut appeler des moonshots, sur l'expression de Kennedy. Donc un projet d'innovation de rupture pour le bien commun, etc. Et qu'en fait, là, vous l'avez vu, quoi, évidemment, il y a des questions de sensors, d'intelligence artificielle, de brain-machine interface, de robotique, il y a tout dans ce projet. Et ça peut fédérer des énergies communes sur une très grande ambition, et je pense que c'est parfois ce dont on manque ici, en France, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut aller faire synergie sur des pôles qui existent déjà et qui sont, on le sait, et on se le sait trop, excellents. Donc comment est-ce qu'on part sur de nouveaux projets? Et puis le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que vous avez vu le sponsor à chaque fois, donc sur chaque grande accélération qu'on a, il y a un sponsor. Et là, le sponsor, c'est ANA, c'est Air France japonais, quoi. C'est une compagnie d'aviation nippone. Et pourquoi est-ce que c'est eux qui s'intéressent à ça? C'est qu'ils se sont interrogés sur leur propre dystopie à venir, économique possible. Ce serait un monde où les gens ne veulent plus voyager, tout simplement. Et ils se disent, pour l'instant, ça va, tout le monde voyage et on est bien, mais qu'est-ce qui se passe si? Et la réponse qu'on a formulée, c'était de dire non, on aimera toujours voyager, mais peut-être pas transporter son corps. Il y a cette espèce d'élan interne nécessaire de curiosité qu'on pense immuable. En revanche, la transportation du corps n'est peut-être pas nécessaire. Et du coup, c'est eux qui s'intéressent à ça. Alors, c'est une expression de Daniel Cohen que j'adore, c'est un peu permettre à une entreprise de vendre des parapluies et des maillots de bain, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, ils sont sur tous les marchés. Mais surtout, ils adressent finalement le même sujet, celui de la mobilité, sur un prisme totalement différent. Et c'est cette notion, peut-être sur laquelle je veux finir, de cette capacité à aller chercher ce qu'on a pu identifier dans les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne, pendant longtemps, comme le leapfrog. Vous savez, sauter une étape de développement, se dire qu'on pouvait passer d'une économie agricole à numérique sans passer par une économie industrielle, fantasme complètement fou. Et moi, je suis assez sûr en fait, qu'en Europe, on est un pays en développement, un continent en développement, la France aussi sans doute comme pays, sur le champ numérique à plein d'endroits. Et que la question, du coup, peut-être, au lieu de courir après des modèles californiens, et de créer des Silicon Saclay, des Google européens, ce serait pas mal de réfléchir à la manière dont on peut simplement passer à l'étape d'après, avant les autres, et arrêter de vouloir être deuxième, pour se demander comment est-ce qu'on peut penser des projets qui nous sont propres et sur nos valeurs, surtout que je pense qu'on a assez de culture dans nos pays pour aller chercher de nouveaux défis. Et la conclusion un peu artistique, parce que je suis fan d'art et que je voulais me faire plaisir, c'était sur le futurisme italien et le réalisme magique. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, je crains que dans cette obsession du futur que tu citais tout à l'heure, il faut conclure sur le futur, on a tendance à le considérer comme singulier, déterminé, linéaire. Se dire en fait, demain sera une suite logique extrapolée du présent, un peu des lignes Excel qu'on a facilement tracées et tirées sur 5 années depuis quelques années. Et en fait, ça, pour moi, ça représente un danger monstrueux. De se dire il faut aller penser demain, demain, demain. Très bien, mais à quoi bon si on n'est pas capable d'en penser plusieurs? Et à savoir penser des mondes plutôt que des temps singuliers. Et pour moi, l'erreur a été faite il y a un siècle par un courant artistique qui s'appelle le futurisme italien, qui, en beaucoup de termes, dans le manifeste de Marinetti de 1909, reprend tout ce qu'on se raconte tout le temps dans des conférences technologiques. Il faut aller toujours plus vite, toujours tout droit, défoncer les barrières technologiques, sauter des étapes, mais sur la même ligne. Et c'est terrifiant. Parce qu'en fait, derrière, à la fin du manifeste, ils brûlent des femmes et des bibliothèques, ils détestent le passé, ils courent à la quête du surhomme, et ils ont justifié l'eugénisme ignoble de Mussolini quelques années plus tard. Alors que, il y a un autre mouvement littéraire, celui-ci, que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle le réalisme magique, qui est apparu en Amérique latine, pas de hasard, qui, lui, a proposé l'inverse, qui s'est dit, mais en fait, à quoi bon aller toujours tout droit?
À quoi bon s'enfermer dans un tunnel et aveugle, en fait, et continuer d'accélérer en miroir, comme on le fait aujourd'hui sur les exemples de robotique que je vous ai proposés, quand on peut se rendre compte qu'en fait, ce monde est doué d'une âme et qu'il s'agit simplement parfois d'aller la creuser pour trouver sa magie. Et c'est ce que je trouve fascinant dans ce idée de réalisme magique, à l'heure où on parle beaucoup de la capacité d'enchantement de la technologie, de ne pas considérer la technologie elle-même comme magique, mais les applications qu'on va pouvoir en donner comme potentiellement participant d'une formule à trouver. Voilà, je veux arrêter même là-dessus. Merci beaucoup.